Tout dépend de ce que les gens vont chercher comme information. Tout dépend de ton équipe médicale, ou pas médicale d'ailleurs, de l'entourage et des informations que tu es capable d'aller chercher auprès de tes amis, ta famille, tes collègues. Avec mon conjoint, on avait décidé d'arrêter d'aller à la pêche aux infos parce que on a eu un parcours un peu compliqué et on laissait venir les choses et on a arrêté de lire tout ce qui se passait sur internet, certains magazines, certains journaux télévisés ou magazines télévisés et on prenait vraiment les choses comme elles venaient parce que finalement ça devenait plus stressant qu'autre chose d'aller lire ce qu'on trouvait sur les différents médias, quoi. Bah, par exemple, mes 2 premières fausses couches, c'était un œuf clair. Quand ma gynéco m'a dit que c'était un œuf clair, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et elle me sort ça, je suis là, ok, c'est quoi? Et à la fois, je me dis, avec le recul, si je l'avais su avant, j'aurais peut-être stressé dès le début aussi, ce qui n'était pas forcément bénéfique. Donc ça, par exemple, je ne savais pas ce que c'était. Je suis Rhésus négatif, et mon copain aussi. Et c'est un des premiers examens qu'on nous a fait faire, parce que je ne connaissais pas mon groupe sanguin. Et parce que j'ai appris qu'il y avait des incompatibilités de groupes sanguins. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça où je savais pas parce que je n'avais pas cherché spécialement. Et puis parce que quand tu commences ton projet de parentalité, tu as l'impression que on est tous des warriors et que ça va prendre du premier coup et que ça va le faire. Et c'est au fur et à mesure de ce parcours qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à savoir biologiquement, chimiquement. Mais je l'ai plus pris comme un apprentissage scientifique que personnel. C'était ma façon de me détacher un petit peu de la chose et de prendre de prendre ces événements-là avec du recul, quoi. On te dit, tes embryons tiennent pas, pourquoi? Et puis on te donne tout un listing comme ça. Et toi, tu es là et tu prends toute la liste et tu vas regarder sur internet et tu te dis, mais en fait, j'aurai jamais d'enfant, c'est pas possible. Quand tu connais les délais de PMA en France, c'est l'enfer, pareil. Je trouve que ça fait stresser de s'imaginer là-dedans. Nous, on nous avait parlé pendant un moment de don d'ovocytes, qui se fait pas forcément en France, qu'il faut aller à l'étranger, etc. Ma gynéco avait vraiment tout exposé, hein, toutes les possibilités. Je me souviens quand elle m'a parlé de don d'ovocytes, j'ai dit non, je serai jamais maman, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, quoi. C'est pour ça que on a pris quelques infos et il y a à boire et à manger, mais voilà, on a fait notre patchwork et j'ai gardé que ce qui me tirait vers le haut, en fait. Les sages-femmes, elles proposent maintenant des ateliers, les maternités proposent des ateliers aussi. Maintenant, il faut vouloir aller les chercher aussi, ces infos. Et je pense que tu as un phénomène de société aussi qui fait que la maternité, c'est comme ça. Tu arrêtes ta pilule, tu attends 3 mois, tu fais l'amour tous les 2 jours, comme on me dit souvent chez le gynéco, et puis tu tombes enceinte, quoi. Mais je pense pas que ce soit tabou, mais je pense que les gens se rendent pas compte en fait du parcours que ça peut être, parce que tous les problèmes sont un peu banalisés. Et je pense qu'il est réellement là le problème. C'est pas un manque d'information, c'est juste que pourquoi aller chercher des infos alors que si tout le monde fait des enfants, c'est que tout le monde en est capable, quoi. Je suis la première de ma bande de copines à avoir... Enfin, une des premières de la bande de mes copines à avoir eu un bébé. Et pour le coup, il n'y a pas de tabou entre copines. Et c'est vrai que elles ont vu le parcours que j'ai eu pour avoir... le parcours qu'on a eu pour avoir Thibaut. Donc, ça a été des bonnes fées. Hein. Donc, elles ont posé toutes les questions parce qu'il y a un moment, il fallait que je vide mon sac aussi. Et pour l'accouchement, il n'y avait pas de tabou. Elles m'ont posé des questions sur la péridurale, les déchirures, toutes les questions que tu peux te poser et que tu n'oses pas poser, par exemple. Et sur le postpartum, pareil, elles m'ont vu marcher en canard, pas réussir à me lever de mon lit, etc. Et je pense que, elles le disent d'ailleurs, ça leur fait du bien que, entre guillemets, je sois passée avant parce qu'elles savent, entre guillemets, à quoi s'attendre, sachant que je leur dis bien que chaque grossesse, chaque accouchement est propre à chacune. Mais ça déblaye un petit peu. Tu sais que ça peut arriver. Et le fait que ce soit arrivé à tes copines, c'est pas pareil. Ça donne un aspect plus concret, plus personnel, plus intime. Et je pense que tu es plus capable de te projeter là-dedans que, sans citer des missions très bien qui passent sur France 2 actuellement, oui, c'est cool, c'est les autres, quoi. Mais ça n'arrive qu'aux autres. On s'est dit, c'est des trucs sous con, le jour où t'es enceinte, à la fin de ta grossesse, t'as des hémorroïdes, quoi. Ou quand tu... postpartum immédiat, elles ont rigolé le jour où je leur ai dit, la gynéco est rentrée dans ma chambre, m'a demandé si j'avais des fuites d'urine, de gaz ou de sel. Je lui ai dit non, pas du tout va bien. Thibaut devait avoir 24 ou 48 heures.
Et la gynéco est sortie de la salle, impossible de retenir mes gaz, quoi. Et c'est là que je me suis dit, merde, en fait, t'es pas préparée à ça. Quand je leur ai raconté ça, alors c'est banalisé parce que c'était copines, donc c'est vrai que c'est différent, mais quand je leur ai raconté ça, elles étaient mortes de rire, mais à la fois c'est le rire où, ah ouais, ça peut nous arriver aussi, quoi. Et elles étaient contentes de le savoir. Le postpartum, je trouve qu'il est hyper violent. Alors je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en France, en fait, quand t'es enceinte, t'es dans un espèce de cocon où tout le monde s'occupe de toi. Ton bébé est là et dans l'heure d'après, allez, hop, maman n'existe plus. Il y en a que pour bébé, ce qui est génial aussi, hein. Mais ouais, je trouve que c'est d'une violence, surtout que là, comme toutes les femmes qui accouchent actuellement, t'accouches dans un contexte de Covid. Dans les maternités, c'est pas forcément évident parce que, alors, moi j'ai eu la chance, le papa avait droit d'être là. J'ai des copines qui ont accouché l'année dernière sans la présence du père, etc. Pour le postpartum immédiat, je trouve que c'est un peu violent, quoi. Sauf que toi, tu marches pas pendant 10 jours, t'es crevé. Alors moi, j'ai pas eu de montée de lait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu de montée de lait, donc j'ai pas eu à souffrir de ça. J'ai une déchirure totale du périnée parce que bébé, presque 4 kilos, qui n'a pas voulu sortir, donc ils sont allés le chercher avec les forceps. Il s'est présenté sur ce qu'on appelle occipito sacré, donc la tête dans l'autre sens. Quand il est sorti, allez, c'est le chantier chez maman, quoi. Et ouais, puis tu rentres chez toi, et en fait, les gens, ils arrivent avec plein de cadeaux pour ton gamin. T'as qu'une envie, c'est où je suis là et je veux un massage, un gâteau au chocolat, un câlin, un bisou, et puis dormir, quoi. Donc, je trouve qu'il y a... Alors, je pense que c'est maladroit, mais l'accent, il n'est pas assez mis sur le retour à la maison et le post-partum immédiat vis-à-vis des mamans. Je trouve que ça commence à se développer, mais c'est encore un peu moyen, quoi. Après, ma sage-femme l'avait évoqué sur les cours de préparation à l'accouchement. Elle avait parlé de toutes les possibilités parce que Thibaut était estimé à 3,9 kg, 52 cm. Et j'avais, je pourrais montrer des photos à l'occasion, vraiment un tout petit ventre. Donc, je sais pas dans quel sens il était, le petit. Et la sage-femme m'avait prévenu, en plus je suis kiné du sport, danseuse, un périnée hypertonique. Et elle avait dit, méfiez-vous, souvent les périnées de danseuses, c'est pas génial. Donc elle avait évoqué tout ce qui était forceps. Elle m'avait clairement dit, si ça se passe pas bien, je demandais une césarienne parce que franchement ce sera plus simple. Et en fait mon accouchement a duré 17 heures. On m'a déclenché parce que il voulait pas sortir. Et c'est la dernière heure quand la sage-femme m'a dit ouais si ça va pas, on file au bloc pour une césa. J'ai regardé mon copain, j'ai dit ça fait pas 16 heures que j'attends pour finir au bloc, hein, je te le dis direct. Donc il va sortir, je sais pas comment, mais il va sortir. Donc dans un sens, c'est presque moi qui leur ai dit on tente les forceps et puis si ça va pas, à ce moment-là, amenez-moi au bloc. Mais je m'y attendais pas et à la fois j'étais préparée à. En fait, j'aurais aimé que oui, comme tout le monde, ça sorte facilement au bout de 4 heures. Non, c'était pas le cas. Mais je garde pas un mauvais souvenir de mon accouchement non plus. Si c'était à refaire, je pense aujourd'hui je referais exactement pareil. Parce que Thibaut va très bien, voilà. Et que je me suis super bien remise de mon accouchement. Je pense que la césarienne, la cicatrice physique, enfin le fait que ce soit vraiment physique et visuel, je me le serais pris dans la gueule tous les jours et ça m'aurait fait chier pour le coup. Du coup, j'ai développé un espèce de pseudo-diabète gestationnel. Parce qu'on te fait le super examen où tu bois un truc dégueulasse là, et que tu t'attends pendant 2 heures dans un labo. Et mes valeurs, elles étaient vraiment à la limite. Et en fait, ma gynéco était d'accord pour dire qu'elle pense que c'était pas un réel diabète, c'était plus comme je suis kiné libérale, t'as pas le temps de manger, ou alors je ne prends pas le temps de manger, donc en fait je grignote toute la journée, et du coup, en fait, hormonalement, ça devait être le bordel. Et du coup, il a fallu que pendant les 5 derniers mois de grossesse, je fasse 3 vrais repas par jour, que j'arrête d'aller chercher ma part de pizza à la boulangerie du coin. Mais ça s'est régulé vraiment une fois que Thibaut est sorti, c'était nickel, quoi. J'ai recommencé à picorer toute la journée. Là, on va parler d'un point de vue administratif, hein. Tu n'as pas de congé maternité, ou alors tu as un tout petit congé maternité. Et en fait, je ne sais pas si c'est une question de poids ou le fait de me forcer, oui, à faire 3 vrais repas par jour. Je suis allée jusqu'au bout de la date légale de mon congé mat, en faisant, alors je suis kiné du sport, donc en suivant mes patients avec mon petit bidon comme ça. Mais je pense que ce diabète gestationnel, oui, a été plutôt un mal pour un bien, dans le sens où j'ai réappris à manger.
j'ai pas pris beaucoup de poids, donc je pouvais me déplacer assez facilement par rapport au boulot. Et puis le fait de réapprendre à manger, j'avais de l'énergie jusqu'au bout, quoi. Enfin, moi, j'aurais continué à bosser, hein. Je me suis arrêtée le 31 mars parce que c'était ma date de congé légal. Mais en vrai, j'aurais pu continuer 15 jours ou 3 semaines de plus. Après, vu le contexte, c'est ma gynéco qui faisait forcing pour que... Enfin, elle aurait aimé que je m'arrête avant, mais je me sentais plutôt bien, quoi. Je pense que surtout, l'expression «les cordonniers sont les plus mal chaussés» s'applique clairement là. Tu sais toujours pour les autres. Enfin, mais à tous les points de vue, même pas forcément au niveau de la grossesse, hein. Mes patients, ils viennent, ils ont un croisé, une entorse. Ah, je sais répondre, je sais les soigner. Demain, j'ai mal au genou, je sais pas quoi faire. Enfin, c'est pas que je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire. Ou tu recules, t'as peur en fait. Enfin, le maître mot des consultations, c'est la peur. De toute façon, les gens, ils viennent pas pour aller mieux, juste pour savoir ce qu'ils ont et les rassurer. Mais là, dans mon cas, par rapport à la grossesse, j'étais plus kiné. Sur ma grossesse, j'étais pas kiné. Sur mon accouchement, j'étais pas kiné. Sur mon postpartum, j'étais pas kiné. J'aurais pu faire ma rééducation du périnée toute seule. Non, il fallait que j'aille voir une sage-femme. Et je disais à ma sage-femme, je suis pas kiné, donc vous me réexpliquez tout. Vous me réexpliquez l'anatomie du périnée, vous me réexpliquez comment ça fonctionne, vous me réexpliquez ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, parce que en fait, on est les plus mauvais élèves qui existent pour nos propres corps, en fait. Donc, et ça, je le vois au quotidien. Tu dis à tes patients, il faut boire 2 litres d'eau par jour, il faut manger ceci, il faut faire cela. Ouais, bah, je bois quand je peux, je grignote toute la journée. Donc non, je pense que pendant 9 mois et après, j'étais pas kiné. J'étais pas professionnelle de santé du tout. Quand tu es professionnelle de santé, tu passes allez, on va dire, je vois 80 patients par semaine, donc je travaille 40 heures. Je passe 40 heures par semaine à m'occuper de personnes. Alors il y en a plus ou moins chiants, il y en a que t'aimes plus ou moins, etc. Et là, sur ces 9 mois-là et après, parce qu'encore maintenant, hein, t'as juste envie qu'on te prenne par la main et qu'on te dise fais ça, fais comme ça, c'est bien ou c'est pas bien. Parce que si je m'écoutais, oui, j'aurais repris la pôle début août, alors que une patiente arrive en postpartum de 3 mois, elle me dit je vais reprendre la pole dance, je rigole. D'ailleurs, ma sage-femme m'avait fait la remarque, parce que j'avais posé la question quand est-ce que je pouvais reprendre. Elle avait dit vous auriez répondu quoi si ça avait été une de vos patientes? Et je lui ai dit bah, j'aurais rigolé. Elle fait bah voilà, je vais faire la même chose. Donc non, moi je me suis détachée de cette étiquette de kiné. Je reprends le boulot lundi, je vais remettre ma blouse de kiné lundi, mais voilà, j'ai dissocié les deux choses, et je pense que c'est pas plus mal finalement. Ce qui peut être mal perçu par le personnel soignant en face, hein. Parce qu'on se l'est pris dans la figure, hein. Vous êtes kiné, vous devez savoir. Non. Et puis j'ai pas envie de savoir. Enfin, voilà, j'ai envie qu'on me réexplique les choses, quoi. Je suis tombée enceinte en août 2020 et j'ai un peu menti dans le questionnaire parce qu'en réalité les studios ont fermé en novembre suite au deuxième confinement. Et j'ai continué de donner des cours de pôle jusqu'en novembre. Alors je donnais pas au même niveau que je donnais avant et mes élèves étaient au courant et du coup j'adaptais. Bon, après, j'étais très nauséeuse et très malade, donc je t'avoue qu'une fois la tête en bas, de temps en temps, tu descends de ta barre et tu vas vomir. Mais j'étais contente d'avoir pu continuer ça, en tout cas les 2-3 premiers mois de ma grossesse. Et après, ouais, je me suis mis à fond dans le yoga, parce que j'ai une copine qui est prof de yoga, qui est spécialisée en plus dans tout ce qui est Bernadette de Gasquet, etc. Et ouais, j'ai fait ça j'ai accouché un jeudi 13 mai et mon dernier cours c'était le dimanche 9. Et pour le coup, alors elle adaptait en fonction des exercices qu'elle demandait. Mais non, moi, ça me faisait du bien. C'est déjà moralement parce que tu bouges, que de par ma profession, il fallait absolument que je continue de bouger parce que sinon, mes patients ils suivent plus non plus. Et puis, ouais, sur un tout quoi. C'est déjà que tu pouvais pas faire grand chose pendant la période de Covid. Tu peux pas aller au resto, tu peux pas aller au ciné. Si en plus, moi qui suis très sportive, je pouvais plus faire de sport, alors là c'est clair, j'aurais pas pris que 11 kilos, c'est sûr. J'ai pas eu les douleurs de sacro-iliaque que peuvent avoir, alors je sors mon jargon de kiné, hein, mais que je rencontre chez toutes mes patientes enceintes pratiquement. Ça j'ai pas eu. Oui, tu te sens lourde forcément quand elle te demande de faire un chien tête en bas à 9 mois, oui tu te sens lourde, mais tu le fais. J'ai toujours à peu près bien dormi, parce qu'en plus je faisais mes cours soit tôt le matin, soit avant de me coucher. J'ai jamais eu vraiment de troubles du sommeil, j'ai pas eu
Enfin, j'ai jamais été essoufflée. J'allais marcher 1 heure avec mon chien tous les matins, j'ai jamais été essoufflée. Donc le fait de continuer une activité physique du début à la fin, parce que pour le coup j'ai vraiment été jusqu'à la fin, j'ai pas eu de problème, ce qu'on appelle musculo-squelettique, pas de problème de dos, un peu mal aux jambes de temps en temps, mais parce que je faisais de la rétention d'eau et à la fois quand je faisais du yoga ça me faisait du bien. Je dormais plutôt bien, j'ai pas eu de problème cardio-respi, j'étais jamais essoufflée. J'étais assez sereine et c'est surtout, je pense que j'ai récupéré physiquement super rapidement parce que j'ai accouché le 13 mai et mon premier cours de yoga c'était fin juin. Et j'y suis allée comme si de rien n'était, j'avais jamais accouché et franchement nickel quoi. Donc ce serait à refaire, je ferais exactement la même chose, encore une fois. Toujours accompagnée d'un bon prof. En fait, c'est aberrant parce que par rapport à la reprise du sport en postpartum, alors c'est pas pour les juger ou quoi que ce soit, t'as des nanas qui ont jamais fait de sport de leur vie, qui viennent d'avoir un bébé et qui arrivent en te disant quand est-ce que je peux me remettre à courir? Elles n'ont jamais couru de leur vie. Ou quand est-ce que je peux me mettre au crossfit? Tu n'as jamais fait de crossfit de ta vie? On t'impose, on te dit, de toute façon, tu veux perdre tes kilos de grossesse, faut faire du sport, tu veux retrouver ton corps d'avant, faut faire du sport. Non, il n'y a pas que ça. Et on banalise un petit peu tout le côté épériné et t'es pas obligé d'aller courir 10 km pour que ça te fasse du bien. Tu peux juste commencer par marcher 500 mètres si jamais tu n'as pas fait de sport. Et puis après, le lendemain, tu marches 1 km. Et tout de suite, t'es dans de la perf et ça me gêne en fait. Je vais remettre mon étiquette de kiné. Chez mes patientes qui étaient sportives, c'est plus facile à gérer. Celles qui n'ont pas été, il y a un réel manque d'infos quoi. Mais parce qu'on te balance, faites du sport, vous allez perdre vos kilos, vous allez retrouver la forme quoi. Et il n'y a pas d'éducation sportive derrière. C'est... Va à la salle. Ouais, va à la salle. Je pense que quand tu connais un petit peu, tu fais vite la sélection des gens que tu vas suivre sur Insta, Facebook, enfin quoique c'est de plus en plus développé sur Instagram. Je savais pas qu'il y avait autant de pages sur le postpartum, enfin sur la grossesse et tout, parce que je m'étais jamais penchée avant. Et qu'est-ce que tu peux lire comme conneries? En fait, ça devient dangereux. Moi, c'est surtout ça. Je ne citerai pas de compte, mais quand on voit certaines qui... les nanas, c'est des arbalètes. Elles mangent 3 bouts de pain dans la journée et elles sont enceintes, t'as l'impression, elles sont à terme, elles sont enceintes de 3 mois, t'as l'impression. Et après, elles te disent suivez mon programme et puis perdez vos 15 kilos alors qu'elle en a pris 4. Enfin, je trouve ça super dangereux, je trouve ça hyper dégradant en plus pour la femme parce que tu dis t'es réduite à ça, quoi. À pas prendre de poids. Après, c'est facile de parler, j'en ai pas pris beaucoup et j'ai vite perdu, mais c'est pas le quotidien, c'est. Ouais, non, ça te met des espèces de critères sociaux, ça m'énerve. Enfin, clairement, ça m'énerve. Et à côté, t'as d'autres personnes qui, ouais, c'est plein de bienveillance, c'est de la vulgarisation médicale, mais qui, pour le coup, est super. Comment dire? C'est accessible et ça fait du bien, quoi. Enfin, ouais, il y a certains comptes, tu les lis, tu rigoles. T'as pleuré parce que t'as été dans la situation, mais quand tu lis, tu rigoles et tu dis, bah ouais, ça, pour le coup, ouais, j'ai connu ça, quoi. Et ça fait du bien de savoir que ouais, ça arrive à tout le monde. Mais il y a certains comptes, non quoi. Après, ils ont des followers. Donc je me dis c'est que ça convient à certaines personnes. Mais je trouve ça dangereux. À la maternité, souvent quand tu poses la question aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent manger tout de suite après leur accouchement, on te parle de sushi. J'avais envie d'un spritz et d'une tarte au citron. Enfin, de trucs qui n'a rien à voir. Et ouais, on est rentrés. J'avais pas envie d'aller faire les courses, mon copain pas spécialement non plus, donc on s'est beaucoup fait livrer. On n'a pas trop sauté sur la malbouffe non plus, mais pour le coup je picorais beaucoup. Enfin j'ai repris mes habitudes en fait, mauvaises habitudes d'ailleurs, d'avant mon diabète, parce que Thibaut me demandait énormément de temps et que du coup c'était plus facile de... T'as une tomate dans le frigo, tu vas manger ta tomate, puis 2 heures après, tu vas manger ton cookie, et puis 2 heures après, tu vas manger un bout de fromage, etc. Et puis ouais, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire à manger en fait. Enfin, c'était même pas me prendre la tête, j'avais pas la tête à ça. C'était plutôt dans ce contexte-là. Puis physiquement, j'avais pas envie de rester debout. Enfin, non, en fait, c'était même pénible de rester debout dans la cuisine, quoi, pour faire à manger. Et pour le coup, mon conjoint a été top parce qu'il a énormément géré Thibaut
les 15 premiers jours parce que j'avais du mal à marcher, à me lever, etc. Et donc non, j'avais pas non plus envie de lui dire fais-moi un bœuf bourguignon pour ce soir, quoi. On mange ce qu'il y a. Donc le fait de se faire livrer Picard ou de commander effectivement via Uber Eats, ça te permet, en fait, tu bouges pas de ton canapé. C'est confortable et effectivement ce côté physique où t'as rien à préparer, pour le coup si c'est Picard, tu sors ta poêle, tu fais sauter tes légumes, ton plat déjà tout fait, qui effectivement ne doit peut-être pas couvrir tous les besoins nécessaires pour un postpartum, mais c'est quand même moins dégueu que d'autres choses que tu vas retrouver ailleurs. Et ça a le côté... Alors je disais tout à l'heure, on n'a pas sauté sur la malbouffe, mais t'as ce côté McDo qui est rassurant aussi parce que c'est du gras, du sucre et ça te calme, quoi. Mais ce qui est pas bon non plus. Mais voilà, j'avais besoin de ce côté réconfortant aussi, du ok, je me nourris parce que c'est vital, mais il y a un moment, il fallait que ce soit aussi un plaisir, quoi. Et j'avais pas le temps, donc c'était plus facile de faire comme ça. Oui, dans le sens où déjà d'un point de vue pratique, d'un point de vue temps, tu sais ce que tu manges. Et donc tu es vraiment sur un rééquilibrage. Et donc à la limite, le mot rééquilibrage va m'amener sur la deuxième partie qui est, je trouve, alors peut-être à tort, que la plupart des femmes elles sortent de la maternité avec déjà cette idée de faut que je fasse un régime. Et pareil, je trouve ça super dangereux parce que on a plein de manque, de carence liés à la perte de sang qu'il y a eu pendant l'accouchement, liés à ta chute hormonale, etc. Ça, pour le coup, on n'en parle pas du tout, du tout, du tout. D'un point de vue diététique, on n'en parle pas assez, et je pense qu'il y a un réel manque d'informations sur les besoins à couvrir en fait en postpartum. Et ouais, McDo c'est facile, oui, ta crêpe, ta pizza c'est facile, mais ça ne couvre absolument pas. Et d'un point de vue récupération à moyen terme, en fait, c'est complètement néfaste. Donc ouais, ce serait intéressant qu'il y ait des plats comme ça qui soient proposés, et pas que aux mamans, je pense, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais de mal, en fait? Parce que oui, j'avais une vie, enfin on a des vies stressantes de toute façon, dans le sens où tu te lèves, moi ma journée elle est chronométrée par mes rendez-vous avec les patients, parce que tu sais que si t'as un quart d'heure de retard, t'as madame machin qui va râler, enfin etc. Et en soi, avec le recul, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un quart d'heure de retard? Enfin, je prenais pas le temps de m'alimenter entre guillemets comme il faut, etc. Mais t'as aussi des gens qui se shootent à l'héros et qui arrivent à avoir des enfants. Donc je trouve que t'as un côté hyper culpabilisateur du pourquoi les autres y arrivent et pas moi. Et c'est cette remise en question tout le temps du qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui va pas? C'est de ma faute. Alors ça, j'ai dû le sortir pendant un an. Alors que, alors pas ma gynéco, mais la collègue de ma gynéco qui nous faisait les échos, enfin pour les examens, m'a dit un jour, de toute façon avec les fausses couches non expliquées, on y arrive toujours. Voilà. Même eux ne savent pas, mais on y arrive. Donc, et moi j'ai eu des petites brides de phrases, comme ça, des petits bouts de phrases pris un peu chez tous les thérapeutes, qui ont fait qu'un matin tu te lèves et tu te dis bah fuck, en fait, pourquoi, enfin les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et c'est le jour où on te parle beaucoup du prendre du recul. Alors ça c'est pareil, c'est très culpabilisateur. Non mais arrête d'y penser, ça va venir tout seul. Oui, ta gueule. Enfin, fais 5 fausses couches et puis après on en reparle, quoi. Arrête de stresser, ça va venir tout seul. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais faut être bien entouré. Faut être bien entouré, et puis oui, il y a un déclic à avoir, c'est clair, mais c'est compliqué comme sujet. Et c'est aussi pas mal banalisé. Bah, je te dis, pour le coup, j'ai appris que j'étais enceinte début septembre 2019. Et alors c'est marrant parce que là, tu sais déjà que si c'est un garçon, il va s'appeler comme ça, si c'est une fille, elle va s'appeler comme ça, elle va faire Polytechnique, elle va faire... voilà, tu te projettes, ce qui a été notre grosse erreur. Et 15 jours après, j'ai commencé à avoir des écoulements de sang, mais sans douleur, rien du tout. Et j'avais zéro symptôme. Donc j'ai appelé ma gynéco qui me dit ça peut être quelque chose, comme ça peut ne rien être. Donc vous attendez un petit peu, et si ça continue, vous allez aux urgences. Et on était à l'anniversaire de ma belle-mère, et puis au moment de repartir, je dis à mon copain, ça va pas du tout là. Enfin, mais j'avais pas mal au ventre, j'avais rien, quoi. Donc il me dit, oh, bah, dans le doute, on va quand même aller aux urgences. Et donc j'arrive et je dis, bah voilà, je dois être enceinte de cette semaine, un truc comme ça. Et puis j'ai des écoulements de sang. Et la première question qu'on me pose, c'est, est-ce que t'as mal au ventre? Non, pas du tout. Ah, ben je vous envoie le gynéco de garde. Donc c'est un vendredi soir, il est minuit.
T'as le gynéco qui arrive et il tape sur son ordi comme ça. Pour la petite anecdote, c'est lui qui m'a opéré de mon curetage et qui pour le coup a été adorable après, enfin, les fois d'après. Et il me dit oui, pourquoi vous venez? Donc je réexplique et il me regarde pas. Il tape comme ça, il me fait ouais, vous êtes en train de faire une fausse couche quoi, sans me regarder. Et je lui dis comment, enfin vous êtes sûr? Mais il te le balance comme ça. Et il me dit je vais vous examiner. Donc pareil, j'avais pas fait d'écho, donc je m'étais pas renseignée avant. Je savais pas qu'au tout début de ta grossesse, les échos se faisaient en endopelvien, donc je soulève ma petite robe quoi. Il me dit non, faut vous déshabiller, ça se fait en endopelvien. Et il met la sonde, et là il regarde son écran, il me dit avec ce que vous saignez, demain on n'en parle plus. Et là je lui ai dit on n'en parle plus, t'as le 1% tu sais qui s'accroche à. Je lui ai dit on n'en parle plus, genre ça va aller. Il me fait non, vous êtes en train de le perdre là. Et il nous a sorti ça, comme ça, en 10 minutes. Il t'a fauché ton truc quoi. Et à ce moment-là, mon copain se lève, et parce que je me mets à pleurer, et il dit à mon copain qui est la personne la plus bienveillante de la planète, il dit venez la réconforter, vous voyez bien dans quel état elle est quoi. Et Ben lui dit ouais mais en même temps, enfin il y a des façons d'annoncer les choses. Et là il est parti dans une explication hyper en fait on s'en fout. Oui c'est chromosomique, enfin voilà, on s'en fout. J'ai détesté. Et le lendemain, j'ai eu la chance, j'ai une gynéco de ville en or, c'est notre bonne étoile, qui est restée 2 heures au téléphone avec nous à nous expliquer qu'est-ce qui s'était vraiment passé, etc., etc. Mais on en a eu 2-3 comme ça, des épisodes avec des professionnels de santé où, en fait, fais autre chose de ta vie, quoi. Fais autre chose. Par exemple, sur les 5, il y en a 4 qui se sont évacués tout seuls, et il y en a un, il a fallu le retirer. Et à l'hôpital d'Orsay, là, dans le 91, ils n'ont jamais voulu me faire de curetage. Non, vous allez prendre le médicament. Non, j'ai pas envie. Si, vous allez prendre le médicament. Non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. On est sorti de l'hôpital, on est allé ailleurs. Parce que, oui, mais c'est mieux pour votre santé. En fait, je suis encore maître de moi-même. Donc, non, ça a été. On a eu 2-3 épisodes. Faut être accroché, quoi. C'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'à côté de ça, je te dis, ma gynéco, c'est un amour. Et elle prenait le temps de nous appeler. Et le jour où j'ai accouché, c'était le jeudi de l'Ascension, c'était férié. Elle m'envoyait des messages toute la journée pour savoir comment ça allait, quoi. T'en as qui font leur boulot correctement avec plein d'humanité, et t'en as d'autres, ils ont juste passé un concours médecine, et puis ils ont appris des trucs, et ils le font très bien, hein, sur le papier. Mais alors, humainement... Oh, je pense que je dois pas être la seule à le dire, ils ont tous eu peur de toucher leur bébé en ayant des rapports sexuels, quoi. Enfin, alors je trouve ça très mignon et très rigolo, mais psychologiquement pour leur faire comprendre, enfin en tout cas au mien, faire comprendre que non, ce n'était pas possible, non, c'est dur, c'est dur. Après, nous on n'a pas eu de soucis, globalement. Un petit peu au début de la grossesse parce que je pense que c'est dit dans le point d'après, par rapport à mes antécédents de fausse couche, il fallait que je me mette des ovules de progestérone 2 fois par jour en vaginale. Et alors je suis désolée, c'est pas glamour, mais c'est dégueulasse quoi. Enfin, t'as un espèce de liquide qui sort tout le temps, pardon. Et du coup, le premier trimestre a été un peu compliqué, surtout que on était toujours dans le stress du est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'il va s'accrocher, est-ce qu'il va pas s'accrocher. Mais sinon, nous, on n'a pas eu de soucis. Maintenant, il faut le répéter qu'il n'y a pas ce n'est pas néfaste pour le bébé, quoi. En fait, le fait que j'étais pas très grosse, on n'a jamais eu de côté très acrobatique comme certaines personnes de mon entourage me disaient, où ça devenait galère, ça devenait compliqué. Ouais, non, on se laissait guider. Si c'était possible, c'était possible. Si c'était pas possible. Après, c'est sûr que mécaniquement, la position en levrette est quand même beaucoup plus fonctionnelle une fois que t'es enceinte et que t'as du ventre. Mais dans l'ensemble, ouais, on est resté assez fidèle à nos pratiques. On parle beaucoup des femmes, mais pas assez des hommes, sur ce point de vue-là, je trouve. Je me souviens de mon copain qui a posé la question à la gynéco au premier rendez-vous. Et pour les rapports sexuels, ça se passe comment? Et elle a rigolé, elle a dit, vous faites comme d'habitude. Mais tu vois, c'est très succinct en fait. C'est même pas te rassurer, mais c'est fait quoi. Il y a une réelle peur de la part des conjoints, enfin en tout cas du mien, mais je pense que c'est assez général parce que quand j'en parlais autour de moi c'était pareil, d'être dangereux ou que ça fasse mal, soit à la maman, soit au bébé. Enfin, en fait c'est toujours pareil de faire mal ou de faire une bêtise alors que ça se saurait. S'il n'y a pas de contre-indication bien évidemment sur des cas bien particuliers. Mais pour le coup, nous tout allait bien et
Mais ils ont toujours cette petite angoisse. Je sais pas à quoi c'est dû, pour le coup. Peut-être un manque d'informations. Alors en fait, je vais développer un peu plus parce que pour le coup, à la maternité, la gynéco qui me suivait est passée et elle nous a dit une phrase qui, ça m'est resté en tête et j'avais trouvé ça énorme. Elle a dit n'espérez pas retrouver une vie sexuelle normale avant 6 mois postpartum. Et mon copain était super compréhensif, il a dit oui, 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 oui. Et pour le coup, on a repris, je crois que Thibaut avait 1 mois, un truc comme ça. Et sans douleur, sans appréhension ni rien. Et on te balance juste ça comme ça. Attendez 6 mois, mais on ne te dit pas pourquoi. On ne t'explique pas. Alors oui, on sait qu'on saigne beaucoup après avoir accouché, mais enfin, c'est tout. Par rapport aux douleurs, moi je m'étais posé des questions par rapport à ma déchirure, par rapport à mes points. Et j'avais réussi à poser la question à ma sage-femme qui m'avait dit « Ah non, 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 vous faites. Il n'y a pas de risque. Vous faites... Ah non, j'étais déchirée du vagin à l'anus. Et malgré tout, t'as réussi. J'ai rien eu. Enfin, j'ai pas eu de douleur. C'était même moi qui étais demandeuse, pour le coup. Et quand j'en avais parlé avec ma gynéco, elle m'avait dit parfait. Enfin, parfait. Après, pour la petite anecdote, je me souviens à la fin d'avoir demandé à mon copain si c'était comme avant. Genre, t'es sûr que c'était? Et puis il m'avait dit ouais, y a pas de souci quoi. Et ouais, par rapport à la contraception, oui, on ne pose même pas la question en fait. Tu sors avec ton ordonnance de pilule, avec ton ordonnance quoi. Si t'as pas envie de prendre la pilule, vous faites rien. Peut-être autre chose. Et moi j'ai eu la chance encore une fois, c'est ma gynéco qui m'a dit non, je vous pose votre stérilet. Elle me l'a posé, tu vois, Thibaut avait 2 mois. Donc courant juillet, elle m'a posé mon stérilet. Moi j'étais persuadée qu'il fallait attendre un certain temps avant de pouvoir le poser. Je me suis dit non, 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 ça se fait quoi. Enfin, donc non, faut aller à la pêche aux infos pour le coup là-dessus. Ouais, après un bon moment, on a retrouvé une sexualité, je vais pas dire normale, mais on n'a pas eu de... On n'avait pas de peur, on n'avait pas d'appréhension. Pareil, on prenait les choses comme elles venaient, quoi. Mais on a eu un peu, pas de la chance, mais je pense qu'on était sereins tous les deux. Et de toute façon, on se disait que si ça fonctionnait au bout d'1 mois, tant mieux. Et si ça fonctionnait pas, c'était normal aussi que ça fonctionne pas. Et je pense qu'en prenant la chose comme ça, finalement, tu dédramatises. Et puis, ouais, on n'a jamais eu de soucis. Je touche du bois. Ah mais c'est pour ça que je te disais, enfin moi autant j'ai eu un parcours de accouchement ça va, mais le postpartum compliqué, mais finalement 4 mois après, voilà quoi, j'ai pas de traces. Je fais du yoga, je reprends la danse et la pole je te dis j'attends parce que voilà c'est un peu plus physique, mais je pense que dans 15 jours j'y suis quoi. Non, déjà, le progrès social, c'est le 28 jours de congé pat. Putain, il était temps. Parce qu'effectivement, tu fais pas un bébé toute seule, quoi. Donc, je pense qu'on se rend pas compte de l'état de fatigue des mamans quand elles rentrent. Et moi, j'avais de la chance, c'est que mon copain étant libéral, et en fait, sans rentrer dans ma vie perso, mais on a acheté une maison et il fait des travaux depuis qu'on a acheté la maison, donc il est sur place, finalement. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, à la maternité, j'avais l'impression que les papas s'investissaient de plus en plus. Ou même sur les cours de préparation à l'accouchement, je trouvais que les papas s'investissaient de plus en plus. Et en tout cas, le mien, il a su poser les bonnes questions, enfin pas les bonnes questions, il a su poser les questions qui taraudaient et tout. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être à deux, quoi. Et c'est pour ça que le terme maternité me gêne maintenant et que je parle beaucoup de parentalité et pas juste de maternité. Non, celles qui ont un parcours compliqué, il faut juste y croire, quoi, faut rien lâcher. Et puis on oublie, une fois qu'ils sont là. Bon, tu dors plus, mais on oublie quand même. C'est autre chose.